Le Pakistan, comme une large partie du sous-continent indien, connaît le phénomène de la mousson, un basculement soudain entre saison sèche et humide causé par une inversion des vents marins qui conduit à de fortes précipitations. Dans ces régions où l'été est synonyme de sécheresse, la saison des pluies est souvent attendue et célébrée par des fêtes traditionnelles ou la dégustation de spécialités bien grasses et bien réconfortantes. Mais pas cette année. Au Pakistan, les inondations de l'été 2022 ont causé au moins 1700 morts, affecté 32 millions d'habitants et provoqué le déplacement de 8 millions de personnes, soit 3% de la population à présent réfugiée dans leur propre pays. Bien loin d'un motif de célébration, on se demande à présent si la mousson n'est pas une malédiction. Alors bien sûr, certaines années il y a des inondations, mais jamais du niveau de celle de l'été 2022. Le phénomène est constellé d'indices convergents. Une combinaison de précipitations exceptionnelles faisant suite à une vague de chaleur et de sécheresse record ayant réduit la capacité d'absorption des sols et accru le ruissellement, et alimentée par la fonte accélérée des 7200 glaciers himalayens situés dans le nord du pays. Tous des phénomènes clairement attribuables au réchauffement climatique. Donc le dérèglement climatique est là, son impact est bien visible et cause déjà des dommages très concrets, même si le pire reste à venir. Et c'est pourquoi dans les négociations climatiques, on parle de plus en plus d'un troisième pilier, les pertes et préjudices, mis à l'agenda de la COP27. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est encore que ce jargon diplomatique? Eh bien, il s'agit en fait d'un enjeu essentiel, et pour le comprendre, on va faire un tour dans la conceptothèque. Les négociations climatiques se concentrent généralement sur deux grands piliers. L'atténuation, qui consiste à prévenir les causes du réchauffement climatique, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, et l'adaptation qui consiste à prévenir les conséquences de celui-ci en accroissant la résilience des infrastructures et des écosystèmes face à ces impacts. Mais comme on l'a vu dans le cas du Pakistan, et on pourrait citer beaucoup d'autres exemples, certains impacts du changement climatique sont déjà bien présents aujourd'hui, ou sont devenus inévitables en raison de phénomènes climatiques déjà enclenchés, comme la montée des eaux. Et donc les politiques concernant les pertes et préjudices portent sur les efforts visant à remédier aux conséquences qui auront lieu malgré tout, soit parce que les efforts d'atténuation ou d'adaptation ont échoué ou sont arrivés trop tard, soit parce qu'il est impossible d'empêcher ces conséquences. Et ces pertes et préjudices dus au dérèglement climatique peuvent être dus à des événements météorologiques extrêmes ou à des phénomènes graduels comme la fonte des glaciers ou la montée des eaux. Donc pour résumer, ça nous fait l'atténuation, s'attaquer aux causes, l'adaptation, prévenir les conséquences, et les pertes et préjudices qui visent à remédier à ces conséquences. Ainsi, si on prend l'exemple de la montée des eaux, des politiques d'atténuation viseraient à éviter d'aggraver le phénomène en réduisant nos émissions, et les politiques d'adaptation chercheraient à protéger les populations face à ce phénomène en construisant des digues par exemple. Mais l'adaptation a des limites. Au-delà d'un certain niveau de montée des eaux, ou si on s'y prend trop tard, ou si les digues sont défaillantes, il faut s'occuper des conséquences, remédier aux pertes et préjudices, en réparant les dégâts issus des inondations, en réparant les infrastructures ou en relogeant les populations. Et bien sûr, ce sont les habitants des pays les plus pauvres qui sont et seront les plus affectés par l'impact du réchauffement climatique. Soit parce que leur pays est plus exposé aux risques climatiques, soit parce qu'ils sont plus vulnérables, ou les deux. Si on laisse les choses en l'état, cela revient à laisser les populations vulnérables porter le poids complet de ces pertes et préjudices, ce qui serait clairement injuste. Et lorsque des ménages vulnérables subissent les impacts du réchauffement climatique, ils sont souvent amenés à vendre des ressources productives ou retirer leurs enfants de l'école, ce qui réduit encore leur résilience face à des risques futurs. Mais pour le moment, au niveau international, les efforts se sont surtout concentrés sur l'atténuation et l'adaptation, et pour les pertes et préjudices, on n'en est quasi nulle part. Imaginez un peu ce que ça donnerait si on traitait la criminalité de cette manière. Give me your wallet. Oh my god, I'm being mugged. Help! Well, we are working hard to stop crime in this area. What about this crime? Wallet! Now. Don't worry, maybe we can help you adapt so that future muggings are less damaging. But can you help with the present mugging? Looks like you're on your own, buddy. Alors évidemment, c'est pas comme si on venait de se rendre compte des conséquences du dérèglement climatique. Ça fait longtemps que les ONG et les représentants des États les plus vulnérables plaident pour la prise en compte de ces pertes et préjudices. Et bien que plusieurs références aux pertes et préjudices aient été reconnues dans les textes internationaux sur le climat, on peut pas dire que ça a eu beaucoup d'impact. Mécanisme de Varsovie, réseau de Santiago, dialogue de la COP26, n'ont jusqu'ici débouché sur à peu près aucune action concrète ni sur des sources de financement. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que ça bloque?
Le problème, encore une fois, c'est que les pays industrialisés craignent plus que tout que s'occuper de ces pertes et préjudices conduisent à rouvrir la question ô combien délicate de leur responsabilité historique. C'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme. En effet, si on cherche qui doit payer pour ces pertes et préjudices, dont l'ampleur est gigantesque, les estimations vont entre 290 et 580 milliards de dollars d'ici 2030 pour les pays du Sud, on risque fort de s'intéresser à la question de qui en est responsable. Et donc d'ouvrir la question très sensible de la justice climatique, dont j'ai déjà discuté dans une précédente vidéo sur le partage de l'effort pour le climat. Faut-il considérer que c'est ceux qui ont le plus cassé le climat qui doivent payer, et faire contribuer les pays en fonction de leurs émissions historiques de gaz à effet de serre en vertu d'un principe pollueur-payeur? Ou bien faut-il considérer que ce qui compte, c'est pas tant d'où sont venues les émissions, mais qui sont ceux qui en ont le plus bénéficié, et donc faire contribuer les gagnants de la révolution industrielle en vertu d'un principe bénéficiaire-payeur? Ou encore, faut-il se concentrer sur le présent et se demander qui possède aujourd'hui les plus grandes capacités à payer en vertu d'un principe de justice distributive? Et comme on l'a vu dans une autre vidéo, cette question de la justice climatique a été mise au frigo depuis l'accord de Paris, qui consacre une approche purement volontaire des États parties plutôt que de chercher à répartir équitablement les efforts. Du coup, les pays industrialisés ont fait en sorte que les textes sur les pertes et préjudices soient inoffensifs. Ainsi, bien que l'article 8 de l'accord de Paris reconnaisse la nécessité d'éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, de les réduire au minimum et d'y remédier, les États-Unis ont poussé pour l'adoption d'une décision interprétative qui précise que cet article 8 ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation, vidant l'article d'une bonne partie de sa substance. Et du coup, ça explique aussi pourquoi on a adopté cette formulation ampoulée de pertes et préjudices. En effet, on aurait pu parler de réparation climatique par exemple, comme le font certaines ONG. Ça aurait sans doute été plus clair, mais le problème c'est que c'est justement ce genre de formulations qui font fuir les pays industrialisés, qui voient dans cette idée de réparation un risque de reconnaissance d'une responsabilité juridique dans leur chef. Pas pour ma pomme. Du coup, les négociateurs ont utilisé une technique bien connue des cénacles onusiens, l'ambiguïté constructive. En gros, l'idée c'est restons flous dans l'espoir d'engranger des accords sur des notions que chacun peut définir à sa façon, de manière à pouvoir garder la face et prétendre avoir eu gain de cause. Quant à savoir si cette ambiguïté constructive aboutira à des résultats concrets sur la question des pertes et préjudices, c'est ce que nous verrons suite à cette COP27. Pour le moment, il est question de créer un fonds dédié pour les pertes et préjudices, ce qui est bien, mais avec des promesses de fonds de la part de certains États qui se comptent en millions, là où les besoins se chiffrent en milliards. Et même ça, pas sûr que ça passe. Pour finir, outre ces difficultés politiques sur le fait de mettre la main au portefeuille, ou d'aborder cette question de la justice climatique, cet enjeu des pertes et préjudices pose encore un certain nombre de questions philosophiques. D'abord, ne faudrait-il pas limiter le traitement des pertes et préjudices aux perturbations injustifiées causées par le réchauffement climatique, comme le suggèrent certains auteurs? En effet, il n'est sans doute pas justifié de remédier à toutes les conséquences du réchauffement climatique. Pensons par exemple aux stations de ski, un secteur qui contribue significativement aux émissions de gaz à effet de serre, ou aux plantations de canne à sucre qui alimentent l'industrie du soda causant une épidémie mondiale de diabète. Dans les deux cas, ces activités économiques risquent d'être durement affectées par le réchauffement climatique. Pour autant, les entreprises exploitant de domaines skiables ou les producteurs de soda doivent-ils pouvoir réclamer une compensation pour leurs pertes et préjudices? Ça paraît extrêmement douteux et c'est pourquoi on n'échappera pas à une discussion philosophique sur quelles sont les pertes et préjudices injustifiés. Et on pourrait relier ça par exemple aux atteintes aux droits humains, comme le suggère le philosophe Pierre André. En outre, les discussions sur les pertes et préjudices ont tendance à se focaliser sur les revendications financières, qui ont évidemment leur importance, mais à côté de ça, que fait-on pour les pertes et préjudices non économiques? Ainsi, les habitants des États insulaires, comme les îles Kiribati, qui dépassent à peine le niveau de la mer, ne risquent pas seulement de perdre leur maison ou leur propriété, à terme c'est leur patrie entière qui disparaîtra. Quelle réponse apporter en cas de perte irréparable, comme la perte de vies humaines, la perte d'écosystèmes ou de l'identité culturelle d'une communauté? Même les philosophes ont peu de réponses à ces questions. Par contre, la moindre des choses serait de réfléchir sérieusement à accorder une terre d'accueil à ces dépossédés dont la patrie a été engloutie par les eaux, plutôt que de ne rien faire et de les laisser échouer dans des camps de réfugiés. Et bien sûr, la question se pose pour tous les réfugiés climatiques, à qui il faudrait offrir une solution juste et conforme aux droits humains. Voilà pourquoi il est essentiel de s'intéresser à cette question des pertes et préjudices, de bien la distinguer de l'atténuation et de l'adaptation,
et de pousser pour une prise en compte des dégâts tant économiques que non économiques des communautés les plus vulnérables au changement climatique. Et pour plus de contexte sur ces enjeux, je vous conseille de regarder cette vidéo sur les négociations climatiques. Merci d'avoir suivi cet épisode où j'essaie de tirer un petit peu la couverture vers la COP, alors qu'on n'en aura bientôt plus que pour la Coupe du Monde au Qatar, j'imagine que vous doutez un petit peu ce que j'en pense. Et merci à Lucie Louvain pour son soutien, même s'il me donne pas mal de boulot avec mes cours en ce moment. Et merci surtout à mes tipeurs qui me permettent de continuer à réaliser ces vidéos grâce à leur précieux soutien sur Utip.